Donc, bonjour tout le monde. Donc, jusqu'à présent, bien sûr, nous avons fait un ensemble de concepts qui concernent le machine learning. À savoir, nous avons déjà montré ce que c'est le machine learning. Ensuite, nous avons fait un peu de la régression linéaire en utilisant un scaler. Donc, exactement, nous avons fait ici quelques applications. Par la suite, nous avons essayé de faire la régression linéaire from scratch pour découvrir c'est quoi exactement le learning, c'est quoi exactement un modèle et comment ça se fait la mise à jour et quelles sont les techniques mathématiques utilisées derrière. À savoir tout simplement, il y a les calculs de dérivés partiels pour la mise à jour des poids et aussi le calcul matriciel, à savoir soit la somme de deux matrices ou bien le produit de deux matrices ou bien quelques petites opérations élémentaires pour faire des calculs. Bien sûr, tout en respectant l'algorithme de gradient descent. Donc nous avons soulevé des problèmes de compréhension dans cette partie-là. Donc je vais essayer de faire quelques exercices donc autour de cette partie-là. Et normalement, vous êtes invité à les faire. Parce que pour comprendre cette partie, il faut normalement la faire à la main, c'est-à-dire poser les matrices, faire le produit, faire la somme, et ainsi de suite jusqu'à comprendre cette partie, parce que c'est très important comme base de machine learning pour comprendre tout le reste, y compris normalement les réseaux de neurones et notamment comment ça se fait l'apprentissage derrière. Donc maintenant, nous allons essayer de faire un nouveau chapitre qui est la partie de régression logistique. Parce que nous avons fait la régression linéaire, nous avons montré ce que c'est. Et normalement, c'est une technique pour faire la prédiction des valeurs continues. Mais maintenant, nous allons essayer de faire la régression logistique et ce pour les problèmes de classification. Donc c'est bien sûr, on a déjà vu cette présentation dans laquelle il y a les, les types de problèmes, à savoir les problèmes de régression, dans laquelle nous avons utilisé la régression linéaire comme technique, et nous avons utilisé la library et nous avons essayé de faire la chose from scratch. Deux choses. Et ça, c'est pour un problème de régression dont la target est de type continu. Maintenant, si la target est de type discrète ou bien catégorielle, donc il s'agit d'un problème de classification. Et pour le problème de classification, nous allons essayer de faire la régression logistique. Et pareil, nous allons faire deux démarches. La première, c'est utilisons un scaler. La deuxième, c'est essayer de faire le travail from scratch. Et ce travail-là qui est from scratch, c'est exactement le même qui est ici dans la régression linéaire, c'est la même démarche. Donc voilà, donc c'est ça l'objectif de cette deuxième démonstration pour cette séance, à savoir que en général, les étapes à suivre pour établir un modèle machine learning, il y a déjà la partie data qu'il faut maîtriser, il y a la partie modèle qu'il faut connaître les différentes parties. Donc ça, c'est une chose qu'il faut connaître. Ensuite, l'apprentissage supervisé, nous avons dit que normalement, il y a présence de target, c'est-à-dire le dataset. Il est composé de deux parties, la partie features et la partie target. Donc, une fois la target est présente, donc il s'agit bien sûr d'un apprentissage supervisé. Ensuite, bien sûr, il faut faire la différence entre est-ce que c'est un apprentissage
pour la classification ou bien pour la régression. Bien sûr, tous les deux, soit régression, soit la classification, donnent un modèle mathématique. Pour la partie régression, nous avons déjà vu le modèle mathématique. Et nous allons faire pareil pour la partie régression logistique. Donc la régression et la classification appartiennent au type de supervised learning. Donc soit la classification ou bien la régression, donc il s'agit de l'apprentissage supervisé. Donc comment faire la différence entre la régression ou bien la classification? Donc la première étape normalement pour réussir un projet machine learning, c'est être capable de distinguer entre ce que c'est un problème de régression et ce que c'est un problème de classification. Et ce, normalement, c'est comment? Il faut bien sûr commencer par explorer votre dataset. C'est votre dataset qui va signaler est-ce qu'il s'agit d'un problème de régression ou bien un problème de classification. Permettez-moi 30 secondes s'il vous plaît. Voilà, j'étais en train de dire que pour faire cette différence, il faut explorer le dataset. Et notamment dans la partie target, c'est-à-dire il faut voir la colonne target. Si la variable est de type continu, donc il s'agit d'un problème de régression. Si la variable est discrète, ou bien nominale, ou bien catégoriale, il s'agit d'un problème de classification. Donc une fois on connaît le type de problème, bien sûr, soit régression ou bien classification, à ce moment-là, on peut décider quelle technique utiliser dans notre projet machine learning. Par exemple, ici, la régression, normalement, si l'objectif est de prédire un chiffre d'affaires à réaliser. C'est-à-dire ici, pour faire la prédiction, on a une infinité de possibilités de type numérique. Donc, il s'agit d'un problème de régression. Parce que la variable ou bien la target est continue. Donc, soit prédire le chiffre d'affaires, ou bien prédire le montant d'un crédit, ou bien prédire la température. Pour tous ces problèmes-là, la target est de type numérique, premièrement, et deuxièmement, le nombre de possibilités est infini, c'est-à-dire là, la variable est continue. Si la variable est continue, il s'agit d'un problème de régression. Et pour la variable qui est continue, on peut faire dessus la somme, c'est-à-dire la somme du chiffre d'affaires, c'est une opération qui est valable. Le minimum du chiffre d'affaires, c'est valable. Le max, la moyenne, la variance et ainsi de suite. Donc, toutes ces opérations mathématiques ont un sens si on les applique sur une variable continue. Donc, pour le problème de classification, donc le nombre de valeurs possibles, c'est fini. C'est-à-dire, est-ce que cette transaction est frauduleuse ou bien non? C'est-à-dire, j'ai deux valeurs possibles, soit 0 pour frauduleuse ou bien non pour 1 par exemple. Donc j'ai deux possibilités, soit 0, soit 1, soit frauduleuse, soit non frauduleuse. Est-ce qu'un email est spam ou pas? Donc j'ai deux valeurs possibles, soit spam, soit non spam. Donc ici, prédire pour quelle partie un citoyen US peut voter. Trois valeurs possibles, République, démocrate, indépendant. Donc je peux avoir 1, 2, 3. Il faut remarquer pour tous les cas ici, le nombre de possibilités est limité, c'est-à-dire le nombre d'outputs dans la dernière colonne de Y. Pour toutes les lignes, je trouve soit, pour ce cas-là, je trouve soit 1, soit 0. D'accord, soit 1, soit 0. Et ça dépend des features. Mais la target, elle a deux valeurs possibles. Pour ce cas-là, elle a trois valeurs possibles. Mais dans tout cas, j'ai le nombre de possibilités limité, à la différence de la régression. Donc, si le nombre de possibilités est limité, il s'agit d'un problème de classification. Donc, ça aussi pour un problème de prédiction de club préféré, ou bien supporté par une personne. Je peux même avoir, par exemple, 1000, d'accord, 1000 clubs dans le monde, par exemple. Mais toujours ce 1000-là, même s'il est grand, il est limité.
C'est-à-dire il n'y a pas une infinité de possibilités. Cela dit toujours qu'il s'agit d'un problème de classification. À l'inverse ici, parce que j'ai une infinité de possibilités, j'ai une infinité de températures, et ainsi de suite. D'accord? Par exemple, pour le cas ici. D'accord? Alors, ça, il s'agit d'un problème, la variable est catégoriale, donc il s'agit d'un problème de classification. Autre remarque sur une variable de type catégorial, même si elle est numérique, la moyenne n'a pas de sens. La moyenne n'a pas de sens. C'est-à-dire, est-ce que frauduleuse ou bien non? La moyenne c'est 0,5. 0,5 n'a pas de sens. Le max n'a pas de sens. Le min n'a pas de sens. La somme, si je vais faire 1, n'a pas de sens. À la différence, si c'est des salaires et ainsi de suite. La somme des clubs, 0 plus 1 plus, ça donne une valeur. Mais cette valeur n'a pas de sens. Donc, si on effectue la somme sur une variable catégorielle, cette somme n'a pas de sens. Donc ici, pour savoir qu'il s'agit d'un problème de classification. Donc la première chose, il faut savoir, est-ce qu'il s'agit de la régression ou bien de la classification. Une fois connaître ceci, si on a la régression, voilà les techniques possibles. Si on a la classification, voilà les techniques possibles. Et on peut trouver des techniques, par exemple, pour les arbres de décision, mais pour la classification, il y a des arbres de décision, mais pour la régression, et ainsi de suite. Ici, on a la régression linéaire. Ici, son équivalent, on a la régression logistique. Alors maintenant, ce que nous avons fait dans la régression linéaire nous sera utile ici dans la régression logistique parce que nous allons utiliser la même logique, la même démarche, la même manière de voir les choses. Donc la première chose, ce que c'est un modèle, donc ça reste valable. Ça, nous l'avons fait pour la régression linéaire. Donc tout simplement, il faut trouver un modèle mathématique qui va mapper une entrée en une sortie. D'accord? Donc y hat égale à h de x. Et notre objectif est de trouver cette combinaison h. Mais cette fois-ci, dans le cas de la classification, il ne s'agit pas d'un problème de régression. Il ne s'agit pas d'une fonction linéaire, d'une combinaison linéaire. Donc ici, bien sûr, les étapes à suivre restent les mêmes. D'accord? Donc, on va garder les mêmes étapes. Donc, on a déjà découvert ces étapes-là pour mettre en place un modèle pour la régression linéaire. On va garder les mêmes étapes pour découvrir c'est quoi un modèle pour la régression logistique ou bien pour un problème de classification. Bien sûr, comme application pour la régression linéaire, nous avons fait ça pour un nuage de poids. Donc, nous avons découvert les étapes à suivre. Donc, qui a donné ce co-source-là, d'accord, nous l'avons déjà vu pour la régression linéaire. Maintenant, pour la régression logistique, nous allons finalement faire les mêmes démarches. Mais premièrement, c'est quoi la régression logistique? C'est une technique de classification. Donc, l'objectif est de faire la classification tout en utilisant la régression logistique. Donc, la régression logistique, c'est un apprentissage supervisé, comme le cas de la régression linéaire. Donc, c'est une approche prédictive parce que l'objectif est de prédire des valeurs. Et bien sûr, en fonction d'un ensemble de features, dites variables indépendantes. Et la variable dépendante, normalement, on l'appelle aussi output ou bien réponse ou bien aussi target. Donc, un modèle de régression est utilisé pour prédire une probabilité. On va voir par la suite pourquoi exactement prédire une probabilité. Alors ici, pour les types de classification, soit on a une classification binaire. Par exemple, pour le cas avancé, si on a des détections d'images, on peut distinguer est-ce que c'est un chat sauvage ou bien un chat domestique. Donc on a à prédire deux choses. Si notre objectif est uniquement découvrir quelle est la nature de chat. Donc ça, c'est une classification binaire. Pourquoi? Parce que dans l'output, on va dans l'output, on va soit dire qu'il s'agit d'un chat sauvage ou bien domestique. Domestique,
sauvage. Sauvage, domestique, et ainsi de suite. Donc ça c'est dans l'output qui est Y. Donc si on a un dataset, peu importe la description, d'accord, c'est-à-dire la partie features, les descripteurs. Donc l'objectif c'est j'ai cette target de cette manière-là, qui a deux valeurs différentes, donc il s'agit d'une classification binaire. D'accord? Binary classification. Pour le cas de multiclass classification, à ce moment-là, dans l'output, j'ai plusieurs valeurs. C'est-à-dire soit écureuil, soit lapin, soit chien, soit chat, par exemple. Donc ça, il faut aussi être capable de distinguer est-ce qu'il s'agit d'un problème de classification binaire ou bien de classification multiple. Nous, dans un premier temps, bien sûr, pour simplifier, on va utiliser ce type de classification. Alors, là, c'est quoi la représentation mathématique d'une fonction pour faire la régression logistique? Normalement, il existe une fonction qui est appelée fonction logistique. D'accord? Cette fonction logistique elle a cette forme. Et pourquoi elle a cette forme exactement? Parce que tout calcul fait, donc ça c'est toujours, si vous voulez dire, toujours positif. L'exponentielle moins quelque chose, ou bien l'exponentielle quelque chose, c'est toujours positif. Donc 1 sur 1 plus quelque chose, ce quelque chose normalement au pire de cas peut avoir 0. D'accord? C'est-à-dire je vais avoir 1. Et aussi, il peut, c'est-à-dire il est entre 0 et l'infini. D'accord? L'infini plutôt. L'infini. Voilà. Si elle est à l'infini, tout le résultat tend vers 0. C'est pour cela, cette fonction, elle va retourner une valeur dans tous les cas compris entre 0 et 1, qui correspond très bien à une probabilité parce que la probabilité est comprise entre 0 et 1. Et par la suite, nous allons dire pourquoi c'est une probabilité. Alors, on a besoin d'une fonction qui va retourner cette probabilité, mais en même temps, c'est une combinaison linéaire, si vous voulez dire, des inputs accompagnés par des poids. Et si vous avez remarqué, ce f de x, c'est déjà la fonction de régression linéaire. Mais dans ce cas-là, on l'appelle la fonction logit. D'accord? Cette fonction, normalement, elle s'appelle logit function et est similaire à la régression linéaire. Donc, ce f de x, c'est exactement PAS plus W1 fois x1 plus W2 fois x2 plus et ainsi de suite W1 fois x1. Bien sûr, si nous avons un dataset qui contient deux features, c'est-à-dire x1, x2 et bien sûr et la classe. Donc notre modèle va s'écrire de la manière suivante. F de grand X égale à base plus W1 fois X1 plus W2 fois X2. Et c'est tout. D'accord? Ça c'est pour deux features. Pour un seul feature, c'est base plus W1 fois X1 uniquement. Donc si vous avez remarqué, nous sommes très proches à la régression linéaire. Donc si nous avons compris de manière adéquate la régression linéaire, on peut comprendre la régression logistique de manière très simple. Alors, bien sûr, ça c'est pour un dataset qui contient un seul feature. Monsieur, Oui, monsieur, pourquoi on utilise l'exponentielle dans cette régression? parce que normalement c'est la fonction, elle s'appelle la fonction logistique. Et les gens, ils l'ont utilisée parce que pour garantir que je vais donner une valeur entre 0 et 1. Quand est-ce que je vais avoir une valeur 0 ou bien très proche de 0? Si ça tend vers l'infini. D'accord? Et quand est-ce que je vais avoir une valeur de 1? Si ça tend vers 0. Et quelle est la fonction qui permet d'avoir soit 1 sur 1
ou bien 1 sur l'infini. C'est la fonction exponentielle. C'est pour cela qu'on l'ajoute. Donc on doit ajouter quelque chose ici. Plus quelque chose. Ce quelque chose doit varier entre 0. Donc le résultat que je vais avoir total, c'est 1, ou bien l'infini pour avoir 0. C'est la fonction exponentielle. D'accord? Parce que la fonction exponentielle varie entre 0 et à l'infini. Vous voyez? Le f de y, le f de x, finalement. Vous voyez le f de x? Il est, ça c'est y. Soit j'ai proche de 0 ou bien à l'infini. Donc c'est pour cela qu'on utilise exponentielle ajoutée à 1 pour garantir pour avoir une probabilité. Alors, tout simplement, ça, ce graphe-là, comme nous l'avons déjà fait pour les bases de Python, ou bien les premières fonctions à utiliser en Python, tout simplement, ce code source, je l'ai généré de manière à être capable de tracer la fonction sigmoid ou bien la fonction logistique. On l'appelle soit fonction sigmoid ou bien la fonction logistique. Les valeurs de cette fonction sont comprises, regardez ici, entre 0 et 1. Et elle a cette forme. D'accord? Et elle passe par 0, bien sûr, pour le cas de x égale à 0. Non, non, pour x égale à 0, pour si x égale à 0, donc la valeur de la fonction logistique, ou bien la fonction sigmoid, c'est 0,5. C'est-à-dire, si cette partie, parce que c'est z ici normalement, si cette partie égale à 0, donc exponentielle 0, c'est déjà 1, donc je vais avoir 1 sur 1 plus 1, ça fait 0,5. Donc ça passe pour 0, on a 0,5 et elle a cette forme-là. Voilà, donc maintenant, on va avoir un exemple, d'accord, de prédiction, un exemple qui est très simple. Et dans cet exemple-là, je vais vous dire pourquoi on a utilisé des probabilités. Parce que, regardez ici, cette courbe-là va donner des valeurs comprises entre 0 et 5 et 1. Donc, va donner des valeurs comprises entre 0 et 1. Elle ne va pas donner soit 0, soit 1, non. Mais elle peut donner 0,3 comme valeur. Par exemple, pour le cas ici, je ne sais pas combien, ici c'est 0,2 pour 1 par exemple. D'accord? Pour 3, c'est ça. D'accord? Pour 3, c'est ça. C'est presque, c'est pas 1, mais c'est presque 1. Donc, si je vais avoir segment de cette entrée-là et ça va retourner cette valeur, donc, est-ce que ça concerne la classe 1 ou bien la classe 0? Donc, on va voir. On va voir dans l'exemple. Donc, ici, j'ai un dataset, d'accord, pour lequel je dois faire créer un modèle capable de faire la prédiction. Alors, selon bien sûr la nature du dataset, il s'agit d'un apprentissage supervisé. Mais est-ce que c'est la classification ou bien la régression? On voit que dans l'output, il y a deux valeurs possibles. Il n'y a pas plusieurs valeurs, bien plusieurs possibilités. Donc, il s'agit d'un problème de classification. Pourquoi? Parce que la nature du target est discrète. Alors, bien sûr, les démarches qu'on va suivre sont exactement les mêmes que nous avons suivies pour un problème de régression linéaire. Il faut avoir le dataset, parce que sinon on ne peut pas parler de machine learning. Il faut être capable d'extraire la partie features et la partie target. Il faut diviser le dataset en training data et en test data et créer et entraîner le modèle. C'est quoi un modèle? C'est une fonction mathématique, il y a des paramètres, il y a un algorithme de learning, il y a une fonction coût. Donc tout ce jargon, vous le connaissez.
à partir de la régression linéaire. Et après, bien sûr, apprentissage, on peut faire des prédictions. Sauf ici, les prédictions vont être des probabilités qu'on va les transformer par la suite en classe. Alors, afficher ensuite les paramètres des modèles, faire des prédictions et évaluer le modèle. Sauf pour les métriques d'évaluation, c'est pas la même chose qu'un problème de régression. Alors, donc on va plotter le data. Par exemple, pour plotter le data, c'est simple pour plotter ce data. Donc on va avoir la chose suivante. Donc on a, si vous avez remarqué, on peut avoir cette forme. D'accord? C'est-à-dire si j'ai des valeurs qui sont proches de la courbe, donc il s'agit de la classe des rouges. S'il y a des valeurs proches du bleu, il s'agit de la classe des bleus. Donc pourquoi? Parce que la forme de sigmoïde, elle a cette forme-là, puis la fonction logistique. Donc maintenant, c'est comment utiliser la fonction sigmoid pour faire la classification. Sachant que la fonction sigmoid, on a dit, elle retourne des valeurs entre 0 et 1. Si on a deux classes, elle peut retourner par exemple 0,44. Alors si on a une valeur de 0,44, est-ce qu'il s'agit de la classe 0 ou bien la classe 1? D'accord? Et vice-versa. Si j'ai 0,9, est-ce qu'il s'agit de la classe 0 ou bien de la classe 1? Pareil. Donc, parce que toujours le P de X retourne une probabilité, c'est-à-dire une valeur comprise entre 0 et 1. Alors maintenant, comment utiliser ça? Alors par exemple, ici on a deux classes, classe 0 et classe 1. Donc, et on a cette fonction qui est exactement celle-là, la fonction logistique. Pour simplifier, on considère que W0 égale à 0 et W1 égale à 1. Supposons que nous avons ce modèle-là. D'accord? Ce modèle initial, nous allons l'utiliser pour faire la prédiction P de X. Donc, pour simplifier, on a considéré ça. Donc, c'est quoi le résultat si nous allons passer, je ne sais pas, je vais faire ici un exemple. Voilà. Donc, la simplification de ceci donne 1 sur 1 plus exponentielle moins x, parce que ça égale à 0 et ça égale à 1. Donc, maintenant, pour x égale à moins 1, regardez ici, exponentielle 1. D'accord? C'est-à-dire le x que j'ai passé, c'est moins 1. Alors, moins 1, c'est presque ici, normalement. Donc, regardez, c'est-à-dire, si la probabilité est supérieure à 0,5, elle appartient à la classe 1. Si il est inférieur à si la probabilité est inférieure à 0,5, il s'agit de la classe 0. Maintenant, j'ai entré moins 1. L'input, c'est P-1, regarde. Ça donne 1 sur 1 plus exponentielle 1, qui est égal à 0,26. 0,26, c'est, ici c'est 0,25, ici c'est 0,3. Et ici, je peux dire que 0,26, c'est ici, d'accord? Donc, c'est exactement ça. Donc, maintenant, je vais avoir cette représentation sur la fonction sigmoïde. Et maintenant, est-ce qu'il s'agit de la classe 0 ou bien la classe 1? D'accord? Pour P3, c'est-à-dire 3, je suis presque ici. Je vais faire la même chose. Donc, si je vais calculer, je vais trouver ce résultat-là. Donc, je suis ici. Donc, il s'agit de la classe 1. C'est comme ça que nous allons utiliser la probabilité. Et à partir de la probabilité calculée, je fais la projection sur le graphe et je décide il s'agit de quelle classe. Si la probabilité est inférieure à 0,5, classe 0. Si elle est supérieure à 0,5, classe 1. Alors, même vous, si on revient ici dans un problème classique, tout à l'heure, j'avais mis en place des chats et des chiens. Même vous, parfois, si vous avez des formes, certainement vous allez avoir des doutes. En tant qu'humain, vous allez avoir des doutes. Peut-être vous allez dire ça, c'est domestique à 80%. Bon, 80%, c'est 0,8 de probabilité. Et vous allez dire, j'ai beaucoup de doutes pour que celui-là soit un chat domestique. Donc,
vous êtes en train d'exprimer des probabilités sans le connaître. Chaque jour, nous, on fait des décisions en se basant sur des probabilités. Si vous allez voir, si vous allez voir un prof de loin, peut-être vous allez dire, ah ça peut-être c'est Yousfi. Ah ça c'est peut-être c'est Mystère, mais c'est fort probable qu'il soit Yousfi. Vous voyez, donc, chaque jour, on dit ce genre de, de probabilité pour prendre la décision finalement. D'accord? Alors, si je reviens ici vers ce problème-là, donc on a montré qu'en quoi l'affaire, ça se résume en probabilité. Alors, mais toujours la fonction sigmoïde, elle va utiliser une seule, c'est-à-dire toujours on va dire par exemple P-1 égale à 0,26. Alors comment interpréter ce résultat ou bien comment le traiter? Donc on va dire que moins 1, la valeur moins 1 appartient à classe 1, toujours appartient à classe 1 avec la probabilité 0,26. C'est comme ça que la machine va fonctionner derrière. On va voir par la suite pourquoi. Toujours, il commence avec cette phrase, appartient à classe 1. Il ne va pas dire appartient à classe 0. C'est-à-dire, moins 1 appartient à classe 1 avec 0,26. Donc, avec une probabilité 0,26 qui est inférieure à 0,5. C'est-à-dire, parce que j'ai deux classes, autrement dit, il appartient à classe 0 avec la probabilité 1 moins 0,26. C'est-à-dire, la plus grande probabilité sera consacrée pour l'autre classe, à la classe 0. Autrement dit, on le classe de la classe 0 avec une probabilité 0,74 qui est le résultat de ça. D'accord? Maintenant, on va faire pour le 3. On va suivre la même démarche. On va dire moins 1, plutôt 3, appartient à classe 1 avec une probabilité 2. Nous l'avons déjà calculé ici. 0,95. Donc nous allons dire moins 3, plutôt 3, appartient à classe 1 avec la probabilité 0,95. Et appartient à la classe 0 avec la probabilité 1 moins 0,95. Donc on le classe dans la classe 1 avec une probabilité machin. D'accord? Donc ça c'est comment marche derrière la classification. Pour mapper une probabilité, on a une décision qui est la classe. Donc la probabilité, on la transforme en une classe. La probabilité, on la transforme en une classe. D'accord? Voilà. Donc maintenant, comment on marche? Donc on va soit utiliser l'approche from en utilisant un scaler, ou bien en utilisant from scratch, comme le cas de la régression linéaire. Donc en commençant par le cas de scaler qui est très simple. Donc l'affaire de cette démarche, c'est découvrir les éléments de la régression logistique, c'est quoi exactement? Comment créer un modèle? Comment ça se fait l'apprentissage pour trouver le modèle ayant cette forme en général? Comment faire la prédiction une fois le modèle est là? Et comment évaluer la performance du modèle? Donc ces étapes-là sont à découvrir par le biais de l'exemple précédent. Sauf ici, dans cet exemple-là, on a peu de données, donc on ne va pas le diviser. On va utiliser tout le dataset pour l'apprentissage, on va utiliser tout le dataset pour le training, pour le partie training plutôt. Donc voilà. Donc, bien sûr, tout calcul fait, vous êtes capable de créer un dataset pareil. Donc ici, normalement, soit on le crée à la main, ou bien on fait range 10 reshape moins 1, moins 1. Donc ça, c'est une... Donc je peux faire... Donc on peut faire soit ça, d'accord. Je vais démarrer plutôt Anaconda. Parce on va faire l'implémentation pas à pas, Jupyter Notebook.
En commençant par le dataset, c'est-à-dire nous allons respecter ces étapes que nous avons déjà mentionnées auparavant. Nous allons faire appel à ces étapes-là. Dataset, dataset, features target, training dataset, data, on ne va pas l'utiliser, créer le modèle, et ainsi de suite. Donc je reviens ici. Alors. Donc je vais aller vers mon dossier de travail, bien sûr. Et je vais aller vers, voilà, vers ici, Programs. Donc je vais utiliser un programme de régression logistique. File, rename, logistic regression. Step 1. Donc, il faut importer NumPy, bien sûr, NumPy. Et ensuite, créer la partie X. Maintenant, nous sommes dans la partie data. Créer le X, un p.array, d'accord, qui est 1, 2, 3 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, je peux faire égal à A for A in range. Il y a plusieurs manières de le créer. D'accord. In range 10 pour aller jusqu'à 9. D'accord. Donc c'est exactement ça. Ou bien vous pouvez le faire à la main, c'est-à-dire tout simplement vous pouvez faire ça. Donc il y a plusieurs manières. Voilà. Ça c'est pour le X. Pour le Y, c'est toujours un tableau array, mais qui concerne les classes. Donc les de jusqu'à 4 sont dans la classe 0. Donc la classe 0, la classe 0, la classe 0 et la classe 0. Ensuite la classe 1. Et il faut que finalement le Y et le X doivent avoir le même shape, sinon on ne peut pas ici de suite. Donc jusqu'à 4. Voilà, c'est 4. Voilà. Voilà, ça c'est la première chose. Donc on a ici, on a la partie data, on a la partie features, on a la partie target, d'accord, qui ont la même dimension. Ensuite, nous sommes où dans notre... Donc, on a ça, on ne va pas le faire parce que le dataset est petit, c'est pas la peine de le diviser en deux parties. On a dit on va utiliser tout le dataset pour l'apprentissage et pour le test. Donc maintenant, on va créer le modèle. Donc pour créer le modèle, on va importer la library nécessaire. C'est comme le cas de la régression linéaire. Import bien from sklearn point linear model. Comme le cas de la régression linéaire, on avait fait import linear regression. Maintenant, on va faire, est-ce que ça marche déjà ça? Voilà, ça marche. Donc, on va faire, au lieu de linear regression, on va faire logistic regression. Pour le cas de la régression linéaire, pour la création de modèle, nous avons fait modèle égal à linear regression. Donc, la première chose, linear regression. Maintenant, on va faire regression. Voilà, regression. Linear regression 2S. Voilà. Maintenant, on va faire égal à logistic regression. Logistic regression. Et j'ai créé mon modèle. Logistique. Voilà, je dois réimporter parce que je n'ai pas importé le. Voilà, logistic regression. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que tu as créé le modèle? Il faut faire le training qui est appelable, qui est faisable par le biais de la fonction fit qui appartient à notre objet qui s'appelle modèle. Donc fit, on lui passe x, y. D'accord? Donc voilà, je l'ai entraîné. Mais sauf ici, il y a un problème, je pense, de dimensionnalité. Regardez, expect 2D array, got 1D array instead.
C'est-à-dire il faut ce dataset à la place de celui-là, il faut faire ça. D'accord? Ça, c'est pour la partie features, elle doit avoir deux dimensions. Parce que la régression logistique est créée de manière à qu'elle soit générale, soit pour un seul feature ou bien un ensemble de features. D'accord? Ça, c'est chacun, c'est un individu. D'accord? Voilà. Et ici, voilà. Parce que par la suite, une fois souhaité généraliser, ajouter par exemple 3 colonnes, j'ajoute 3 colonnes ici. D'accord? Partout, dans tous les enregistrements. La même chose ici, d'accord? Et ainsi de suite. Sinon, pour avoir un seul feature, donc on a ici le shape. Le shape doit avoir un ensemble de lignes et exactement une colonne. Par contre, tout à l'heure, regardez, jusqu'à présent, j'ai pas exécuté cette partie-là. Tout à l'heure, j'avais fait ça, c'est-à-dire, c'est pas deux dimensions. D'accord, c'est pas deux dimensions. Maintenant, une fois exécuté ce bloc, regardez le X-shape, il a quelle forme? C'est-à-dire, il a une forme de matrice. 10 lignes, une seule colonne. Tout à l'heure, il y avait qu'un tableau avec des valeurs. Maintenant, je dois avoir une matrice ayant des lignes et des colonnes. Exactement ici, j'ai 10 lignes et une seule colonne. Maintenant, je vais refaire le fit. Et voilà, le fit a été fait avec succès sans problème. Donc, il s'agit d'un problème de dimensionnalité dans un premier temps. Maintenant, comme le cas de la régression linéaire, je peux bien sûr récupérer le modèle. C'est-à-dire ici, pour le modèle, afficher les paramètres de modèle. Comment afficher? Il y a intercept, voilà, qui est le suivant. C'est quoi ça? Parce que j'ai fait un raccourci clavier dans lequel, normalement, j'ai transformé ça en markdown. Il faut qu'il soit un code. Faites attention par la suite si vous avez la même erreur. Donc voilà, donc ici, l'intercept, il s'agit bien sûr, d'une valeur. Et le conf, donc il y a une valeur. Donc mon modèle s'écrit comment? Donc s'écrit comment? C'est h de x, si vous voulez dire, égale à 1 sur quoi? Sur le tout 1 plus exponentielle, d'accord? Moins base, moins W1 fois X1. Plus, Non, c'est moins parce que nous avons ici moins Z. Regardez, je fais directement moins Z, moins f de x. C'est-à-dire je vais avoir moins base, moins W1 X1. C'est exactement ça. Donc ça, c'est une chose importante. Alors, donc, c'est ça exactement ce que je suis en train de faire. Ici, c'est x. Normalement, c'est x si vous voulez dire. J'utilise x jusqu'à présent. W1 fois x. Et si je vais faire ça, c'est le base, égal. Et ça, c'est W1, ou bien je sais pas, W1 égal. Donc, le h de x, c'est pas une expression mathématique, mais plutôt c'est une fonction. Donc, je vais faire def. D'accord, def h de x. Et ça, c'est un résultat à retourner, donc je peux faire ça. Donc, si je vais faire une prédiction de quelque chose qui est proche, voilà, parce que c'est le même dataset finalement. Donc, c'est pas, attendez, j'ai un dataset et je vais avoir un graphe, bien sûr, ayant cette forme, d'accord? La fonction sigmoïde a cette forme. Si je vais faire 2,5, c'est quelle classe? C'est la classe 0. D'accord? Donc, je vais lui passer 2,5 et il va retourner une probabilité. Si je vais faire, c'est-à-dire H2, parce que ça, c'est une probabilité, celle-là. Si je vais faire H de 2,5, c'est une probabilité qui est 0,08.
et je vais interpréter ça 0,08 qu'il appartient, qu'il appartient à la classe 1. Donc, il appartient à la classe 0. Donc, il appartient à la classe 0 avec la probabilité 1 moins 0,08. Vous voyez? Et comme ça, je vais le classer dans la classe 0. Donc ça, parce que j'ai fait from scratch, mais je peux toujours utiliser mon modèle. D'accord? Mon modèle, c'est quoi? Modèle point predict. Et qu'est-ce que je dois lui passer? Je dois lui passer un X-test, par exemple. Et ce X-test-là, normalement, doit avoir la même forme que X. D'accord? C'est-à-dire, je dois créer, je ne sais pas, pour tester, je dois créer un X-test égal à un P.array, d'accord? Ayant une forme pareille. Donc, voilà, non. C'est-à-dire ça, et ça, je vais faire 2,5. D'accord? Si je vais faire uniquement ça, ça va pas marcher. Regardez, X-test, voilà. Il va dire qu'il s'agit d'un problème de dimensionnalité, comme tout à l'heure. Il attend 2 D et il a eu un seul D. Donc, soit je fais reshape, ou bien je vais faire directement créer un tableau à 2 D. D'accord? Voilà, maintenant ça marche. Donc, array 0. D'accord? Array 0. Ça, mais attendez, moi, je ne m'attends pas à cette valeur. Je dois m'attendre à cette même valeur. Alors, xtest égale à ça. Model.predict. Voilà, predict, c'est la classe. Parce qu'il va predict la classe. Mais si je vais faire predict proba, regardez. Regardez la première, la deuxième probabilité, c'est exactement celle-là. Et la première probabilité, c'est exactement celle-là. Et pour savoir l'ordre de classe, je peux faire modèle parce qu'il s'agit d'un problème de classification, je peux mettre classes, modèle classes. C'est-à-dire, regardez, 0 et 1. Il appartient à la classe 0 avec la probabilité 0,92. Il appartient à la classe 1 avec la probabilité 0,08. Donc, à quelle classe je vais le classer? À la classe 1. À la classe plutôt 0. D'accord? À la classe 0. C'est exactement ça. Ça, c'est la classe dans laquelle je vais. Si je souhaite encore faire... Oui, Monsieur, dans le modèle point oui, Predex Proba, ça a deux valeurs, x1, classe 0, classe 1. oui, exact. Pour chaque objet, il faut, pour proba, on va avoir deux valeurs possibles. Maintenant, si je vais faire ceci, regardez. À votre avis, quelle est la valeur que je vais avoir? Je peux faire 3,5 par exemple. Regardez ici. La forme de la boucle, la forme de la boucle. La forme de graphe est la suivante. Si j'ai passé deux individus, 2,5 et 3,5. 2,5 et 3,5. Mais j'ai pas bien tracé, d'accord? Il se peut que ça soit comme ça, finalement. D'accord? C'est-à-dire, je peux avoir une valeur élevée, on va voir qu'est-ce que ça va donner exactement. Maintenant, combien de sorties je vais avoir ici? Si je vais faire passer cet exemple-là, si je vais exécuter ce bloc, combien de valeurs je vais avoir? 4. Je vais avoir deux tableaux. Chaque tableau contient deux valeurs. Et chaque valeur concerne une probabilité. Donc c'est comme ça qu'il faut interpréter les choses. Donc voilà, je vais avoir deux tableaux. Ce premier tableau, sa première valeur, c'est la probabilité d'appartenance à la classe 0. La deuxième valeur, la probabilité d'appartenance à la classe 1. La probabilité d'appartenance à la classe 0, la probabilité d'appartenance à la classe 1. D'accord? Ici, je vais faire predict 0, 0. Maintenant, si je vais faire, parce que mon modèle, je vais faire ici, par exemple 6, je vais avoir 7, je vais avoir 8, je vais avoir 9, je vais avoir
33,5 par exemple. Alors c'est quoi? Combien de valeurs, combien de tableaux de probabilité je vais avoir? Déjà pour ça, je vais avoir un tableau de 2 5. probabilités. Donc je vais avoir 5 tableaux de probabilité. Chaque tableau contient 2 probabilités. 5 tableaux de probabilité. Donc ici c'est 0,60, 0,91. Ici 0,08. Et c'est 0,76. Et c'est 0,2. Et ainsi de suite. Mais regardez ici le dernier enregistrement pour 33,5. Quelle est la probabilité? La probabilité à qu'il soit dans la classe 0, c'est 1,1 fois 10 à la puissance moins 15. C'est-à-dire très proche de 0. Et par contre, ici, c'est presque 1. D'accord? C'est pour cela qu'il a mis ici 1. D'accord? Donc, ici, il va faire, voilà, 0, 0, 1. Et pour le graphe, vous allez constater que j'ai mis 33 parce que la forme de la courbe sigmoïde, elle a cette forme-là. Elle ne va jamais atteindre 1, mais pour la valeur 33, je suis très proche de 1. D'accord? Très proche de 1. C'est pour cela qu'il a retourné cette probabilité ici. Donc ça, c'est pour cet exemple-là. Donc jusqu'à présent, nous avons découvert ces principales étapes. C'est quoi un dataset? La partie features, la partie target. Comment créer, entraîner un modèle? C'est très simple, en 2 lignes, parce qu'on n'a pas utilisé ici les choses from scratch. Donc c'est quoi le training? Voilà, c'est rien pour nous. Donc créer le modèle et entraîner le modèle. C'est tout simplement 2 lignes. Pour vous, vous êtes spécialiste, vous êtes informatique et maths et tout. Donc c'est pas suffisant de se limiter à connaître uniquement ça. Modèle égal logistic regression, modèle point fit. Comment marche derrière? Comment ça se fait? Comment ça se fait? On ne sait pas. On ne sait pas. D'accord? On ne sait pas. Donc c'est pour cela il faut découvrir les choses. Pour découvrir comment marche. Découvrir comment marche, on utilise from scratch. From scratch. Au moins pour découvrir les différentes parties. Sachant que ah, donc on a fait ça dans la démonstration précédente. Donc nous avons montré comment marche voilà, le from scratch, mais pour la régression linéaire. Donc je souhaite, d'ici la semaine prochaine, on aura, bien sûr, en réalisant les exercices à faire, on aura des connaissances suffisantes pour faire la régression logistique même from scratch aussi. Alors ici, donc je vais maintenant traiter un deuxième exemple. D'accord? Donc ça, on l'a fait, bien sûr. Voilà, c'est simple. Donc voilà, si je souhaite faire pour tout le dataset que j'avais utilisé, moi j'ai établi un nouveau dataset de test, mais je peux faire le test sur le même X, d'accord? Sur le même X, je vais avoir ça. Sinon, je peux même prédire d'accord? Je vais avoir ça. Donc je vais avoir le même tableau de prédiction. Voilà. Alors, maintenant, il reste la dernière chose, bien sûr, qui est, on a dit, c'est l'évaluation de la performance. Pour un problème de classification, normalement, la première chose qu'il faut connaître, c'est la matrice de confusion. Qu'est-ce que ça veut dire une matrice de confusion? Donc, la matrice de confusion, normalement, sert à évaluer un modèle de classification. C'est-à-dire, est-ce qu'il classifie bien les enregistrements ou bien il les classifie pas d'une bonne manière. Alors, euh, c'est pour pouvoir dessiner ce qu'on appelle la matrice de confusion. D'accord? C'est une matrice ayant des valeurs. Et exactement ici, on aura 4 valeurs. C'est quoi ces 4 valeurs? C'est true négatif, true positif,
false négatif, false positif. C'est-à-dire, parce que l'objectif est de évaluer, parce qu'on a la prédiction, on a la prédiction, et on a la réalité, et on a la prédiction. D'accord? Supposons que dans la prédiction, je vais ajouter ici un autre 0. D'accord? Je vais faire un autre 0 ici. Et je vais faire un autre 0 ici. Non, bien, je ne vais pas le faire. Attendez. Je garde ça comme ça et par la suite, on change. Alors, c'est quoi true négatif? On commence par connaître c'est quoi true négatif. True négatif parce qu'on connaît la réalité et la prédiction. Le true négatif, la réalité égale à 0 et la prédiction égale à 0. Parce que ça, c'est la prédiction, donc c'est un négatif. La prédiction égale à 0, c'est négatif. Ça, c'est négatif. Parce que égal à 0. Ça, c'est positif. Parce que égal à 1. Ça, c'est négatif. Parce que égal à 0, la prédiction. Ça, c'est positif. Non, attendez. Ça, c'est négatif. Et ça, c'est positif. D'accord? Alors, réalité 0, prédiction 0. Donc, c'est un true négatif. C'est une prédiction qui est correcte. True négatif. La prédiction 1, la réalité 1. Donc, c'est un true positif. La prédiction 0, mais dans la réalité, c'est 1. Donc, c'est une prédiction qui est false. Donc, c'est un false négatif. La prédiction, c'est 1 et la réalité, c'est 0. Donc, la prédiction est fausse. Donc, c'est un false positif. Donc, jusqu'à maintenant, vous connaissez ce que ça veut dire true positif, true négatif, false positif, false négatif. Ça, c'est très important. Alors, c'est quoi la matrice de confusion? La matrice de confusion, c'est une matrice qui a ces valeurs-là. C'est-à-dire, le true négatif, c'est-à-dire les enregistrements dans la classe 0, j'ai combien en réalité? J'ai 2, 4. J'ai 4 zéros en réalité. Donc, je m'attends à avoir 4 pour dire que mon modèle est capable de traiter tous les, tous les, tous les enregistrements appartenant à la classe 0 et les classes correctement. Pareil pour les positifs. Donc, je m'attends qu'il me donne combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 2. Donc, il doit me donner ça. C'est-à-dire, il n'a jamais trompé. D'accord? Regardez, la diagonale doit être 4, 6. D'accord? Et l'autre diagonale, c'est 0, 0 pour qu'il ne trompe pas. Il n'y a pas de false, il n'y a pas de mauvaise prédiction, soit pour la partie négative ou bien pour la partie positive. Mais ici, dans le trou négatif, en réalité, ici, regardez le trou négatif, comment le calculer. Ça, c'était négatif, en réalité, c'est négatif. Donc, voilà, 1. Donc, ça, c'est négatif, réalité négative. Donc, 2. D'accord? Négatif, négatif. 3. Donc, j'ai 3 trous négatifs en réalité et pas 4. D'accord? Pour les false négatifs, c'est-à-dire les false négatifs, j'ai combien pour les false négatifs? Est-ce que j'ai des zéros qui sont classés 1? Oui, monsieur. Non? Non, attendez. Pour x Oui, égale 3. oui, pour x égale à 3, oui, tu as raison. Donc ici, l'entrée, c'est 0, la prédiction, c'est 1. Mais ça, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est un false positif ou bien c'est un false négatif? En fait, c'est mal classé. Mais est-ce que c'est false positif? Donc ici, j'ai 1. D'accord? Donc, celui-là qui est pas bien classé dans le trou négatif, automatiquement, c'est un, non, c'est pas ici. Automatiquement, c'est un false positif. Tu vois? Donc ici, c'est le false positif, je vais le mettre ici.
Maintenant, pour les trous positifs. Les trous positifs, j'ai combien? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, je vais avoir 2, 3, 4, 6 5, aussi. 6. Je vais avoir 6. Il reste bien sûr le false négatif. Le false négatif, c'est combien? J'ai aucun false négatif qui est 0. Donc déjà, la somme de 6 plus 0 plus 3 plus 1 égale au nombre d'enregistrements qui sont 10. Donc 6 plus 3 plus 1, ça fait 10 plus 0. D'accord? Donc 6 plus 0 plus 3 plus 1, ça fait 10. Donc ça, c'est notre matrice de confusion. D'accord? Donc cela dit qu'il y a un seul problème. D'accord? Déjà, ça, c'est ce qu'on appelle la matrice de confusion. Elle fait la relation entre la réalité, c'est-à-dire actual values, ce sont les valeurs réelles, et les predicted values. D'accord? Et je fais ça, c'est la réalité 1, la prédiction 0. D'accord? La réalité 1, la prédiction 0. Ça, c'est la réalité 1, la prédiction 1, donc c'est un true positif. Ça, c'est quoi? La réalité 0 et la prédiction c'est 1, donc c'est un false positif, et ainsi de suite. Donc maintenant, on sait comment calculer manuellement la matrice de confusion, sinon vous pouvez la calculer vous-même en utilisant, ou bien en utilisant un scaler, d'accord, en important la matrice de confusion et en calculant la matrice de confusion. Donc en lui passant la réalité et la prédiction, et elle va nous calculer la matrice de confusion. Alors maintenant, bien sûr, en pratique, pour bien mesurer la performance du modèle, il faut séparer le dataset en training set et en test set. D'accord? Mais bien sûr, ça, on ne peut pas le faire pour cet exemple vu sa taille. Mais pour ceci, d'accord, pour cet exemple-là, on va faire le travail. Donc jusqu'à présent, j'espère que vous avez compris ce que c'est la régression logistique. Et on va faire rapidement une application par rapport à ce problème. Donc c'est quoi ce problème-là? C'est déjà, il faut le décrire. Donc il y a x1, premier feature, il y a x2, c'est pas y, c'est x2, deuxième feature, et il y a la couleur, qui est la troisième feature, c'est-à-dire gx1, gx2 et g le y, qui est la prédiction. Donc j'ai un tableau. Par exemple, pour ce point, peut-être c'est 0, d'accord? 0 et la classe des rouges, d'accord? Pour ce point, c'est peut-être c'est 0, non, c'est 2,5, 2,5 et presque 0,5 et toujours c'est la classe des rouges. Pour cet exemple-là, c'est 5 pour x1, pour x2 c'est 3,3, mais il s'agit des classes des bleus. Donc premièrement, il faut comprendre ce que c'est ce dataset-là et comment le générer. Alors comment le générer? On va générer des valeurs aléatoires. Ici par exemple 100 valeurs aléatoires. C'est-à-dire générer 100 x1 et 100 x2. Mais ici on a imaginé une droite. Voilà la droite qu'on a imaginée. D'accord? Ça c'est une droite ayant une équation. D'accord? Y égale à ax plus b. Donc ça c'est y égale à ax plus b. D'accord? Donc ça c'est le y de la droite. Donc le comparer avec le y des bleus. Tous les bleus ayant un y supérieur à celui de la droite. Tous les rouges, ils ont un y inférieur de celui de la droite.
Donc, c'est le principe de génération de notre dataset. Donc, dans un premier temps, nous avons un script, ou bien il faut développer un script qui va permettre de générer le dataset. Ensuite, il faut le diviser en training et en test dataset. Et ensuite, créer le modèle qui permet de faire la prédiction. Ensuite, évaluer le modèle et même tracer le modèle. Tracer le modèle, je peux ajouter tracer le modèle, c'est-à-dire tracer la droite. Tracer la droite qui sépare entre les bleus et les rouges. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il s'agit d'un problème de classification qui est simple et qui est linéairement séparable. Linéairement, d'accord? Linéairement séparable. Alors, c'est quoi un problème linéairement séparable? Un problème linéairement séparable pour le cas de 2D, et il est possible de trouver une droite qui sépare les deux classes. Donc, il est linéairement séparable. Il est très connu sur Internet. Donc, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez mettre linearly, linearly, séparable, problème, ou bien data, ou bien. Si vous allez mettre image, vous allez avoir ça. Vous voyez, donc, il y a plein d'exemples. Ça, c'est un problème non linéairement séparable. On va le voir ça par la suite. D'accord? Ça, c'est un problème non linéairement séparable. Ça, c'est non linéairement séparable. Mais ça, c'est linéairement séparable. Ça, c'est linéairement séparable. Ça, c'est non linéairement séparable. Donc, dans un premier temps, vous êtes amené à connaître ce qui est linéairement séparable et ce qui est non linéairement séparable. Dans le cas de 3D, au lieu d'avoir une droite, on peut avoir un plan. Parce que ici, j'ai x1, x2 et x3. Et j'ai la couleur de. D'accord? Donc, j'ai un plan qui sépare. Donc, toujours le problème linéairement séparable, mais 3D. Donc, je reviens ici vers mon problème pour répondre à ces objectifs. Donc, pour le dataset, pour générer le dataset, donc chaque objet est décrit par deux features. D'accord? Par deux features qui sont x1 et x2 et une target qui est y. Donc, on peut générer aléatoirement x1 et x2, vous le connaissez déjà. Donc, on connaît comment générer un dataset. C'est-à-dire générer un tableau de x1, générer un tableau de x2 et par la suite trouver la classe en fonction de la valeur de y par rapport à la droite qu'on va imaginer. Donc, tout calcul fait, nous allons, bien sûr, j'ai essayé de créer ce code source qui est simple à comprendre. Bien sûr, ce sont les libraries. Ça, c'est pour tracer. Ça, c'est pour faire les couleurs qui correspondent à chaque classe. Et ça, c'est NumPy pour générer les nombres pour les tableaux. Et aussi, ça, c'est pour, bien sûr, générer des nombres aléatoires. Et ça, c'est notre droite fictive. Moins x plus 5, tout calcul fait, c'est exactement ça. Donc, regardez, pour x égale à 0, combien égale à 5? Égale à x, notre droite, égale à 5. Pour x égale à 0. 0, donc je vais faire 0, 0, c'est ça. 0, j'ai 5, donc j'ai ça. Pour 5, donc il suffit 2 points pour tracer la droite. Pour 5, moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc, pour 5, je vais avoir 0. Voilà le deuxième point. Voilà le premier point, voilà le deuxième point, il faut tracer la droite. Bon, je sais pas, il faut la règle et tu vas trouver ça exactement. Mais même le bleu, ce bleu-là doit appartenir ici. Donc ça, c'est la droite que j'ai imaginée. Ensuite, j'ai une fonction qui va accepter en paramètre generate data. Je peux lui passer 100 et elle va retourner data. Et data, c'est quoi exactement? Data, c'est un ensemble de... C'est une liste, si vous voulez dire. Et chaque valeur de la liste, c'est un objet qui est composé de 3 valeurs. La première valeur, c'est x1.
virgule x2, virgule la classe. Et pour la classe, à les calculer en fonction de sa position par rapport à sa droite. Donc, premièrement, on va voir comment générer x1 et x2. Regardez ici. J'ai choisi min et max pour générer x1 et x2 soit compris entre 0 et 5. Donc, regardez ici, j'ai fait cette valeur-là pour générer le x1 et générer le... Ça, c'est pour générer le x1 et ça, c'est pour générer le y, mais ça, c'est x2. Proprement dit, ce y-là, c'est x2. Ça, c'est x1 parce que j'ai utilisé xy. Donc, ça, c'est x2. D'accord? Ensuite, il faut comparer, il faut calculer le f. Regardez. Si je vais faire le f le f de 4, par exemple, ou bien le f de ce... Attendez, je vais prendre un point qui est simple. Le f de ce point-là. Le f de ce deux points. Il va être ici. D'accord? Le f de ce deux points égale à presque 3, quelque chose. Ou bien 2,9, ou je sais pas, 2,9. Le f de ce point-là, parce que ce point, il a x1 et il a x2 que j'ai noté dans le code y. Donc, qu'est-ce que je vais... bien sûr, il a son x, c'est 0, la valeur de l'abscisse, c'est 0, et l'ordonnée, c'est combien? Non, c'est pas 0. C'est 2,5. 2,5, très bien. 2,5. Et son ordonnée qui est y, c'est 0. D'accord? Donc, je vais calculer f de 2,5. C'est exactement cette valeur qui est 2,4. C'est exactement moins 2,5 plus 5. C'est 2,5. Ici, c'est 2,9 parce que c'est... Regardez, parce que c'est problème de représentation graphique. Mais ici, normalement, c'est 2,5. Tout calcul fait, on va trouver ici 2,5 si le x est 2,5. Parce que c'est pas exactement 2,5 le x ici. Mais bref, approximativement. Donc, f de 2, hada égale à 2,5. D'accord? F de 2,5 égale à 2,5. Il faut le comparer avec quoi? Il faut, ça c'est sur la droite. Il faut le comparer avec les y réels qui est 0. Donc 0 est inférieur. 0 est inférieur à 2,5. Donc la classe dit rouge. La classe dit rouge. Je vais prendre cette valeur-là. Bien cette valeur. Je vais prendre cette valeur. Ça. Cet objet. C'est quoi son x? C'est 4,2. Donc f de 4,2 égale à combien? F de 4,2. 3,5. 3,5. C'est quoi sa valeur réelle? Le 4,2 son y équivalent, c'est quoi? Non, monsieur. Monsieur, Ah la non, valeur réelle, c'est 3,5. très bien. La valeur réelle, c'est 3,5. 3,5. La prédiction, c'est quoi? J'ai passé 4,2. Non. La prédiction, يعني غتعطينا C'est 1,2. 1,2. Donc, le 3,5 est supérieur à 1,2, donc il s'agit de, d'accord, supérieur. Donc, il s'agit de la classe des bleus. Donc, c'est comme ça, j'ai
fait ce calcul-là. Au début, je l'ai mis dans la classe 0, ça considère les rouges, d'accord? Sinon, si y c'est supérieur à y0, je change la classe, d'accord? Parce que if else. Et je compose mon dataset. Donc, je vais prendre ce code source là, d'accord? Je vais le mettre ici et ça doit marcher, d'accord? Voilà, ça c'est pour la partie libraries. Ça c'est pour la partie, la fonction qui trace la droite, ou bien qui représente la droite plutôt. Et ça c'est mon dataset. Et voilà, je peux faire generate data, generate data. Je vais lui passer son, c'est-à-dire je vais générer son donnée. Et voilà, donc j'ai là les données. Et je peux les tracer de cette manière-là, c'est-à-dire avoir le data, d'accord? C'est-à-dire changer la liste, parce que c'est une liste en un tableau, avoir les features, avoir la classe à part. Donc ici, je suis en train de dégager les features à part, chaque feature à part. Donc j'ai le x1, elle est non définie parce que je dois faire ici, attendez, je dois faire L égale, sachant que L c'est une liste, regardez, L c'est une liste. Voilà, donc j'ai le L, j'ai le x1, le x2, donc je peux faire plt.plot, d'accord? .plot x1, x2, d'accord? Voilà pour avoir ça, mais ça c'est, on l'avait dit la dernière fois, il faut faire .scatter. Donc voilà le nuage de points, mais jusqu'à présent je ne fais pas la différence entre les rouges et les bleus. Donc je dois ajouter la propriété suivante, qui est colors, c'est un tableau de couleurs, d'accord? C'est un tableau de couleurs, voilà que je dois créer, les red et les blue, d'accord? Et je dois ajouter ça pour la classe C égale à C, pour le 3, parce qu'il me faut un troisième argument qui va faire la différence, d'accord? Le troisième argument qui va faire la différence, c'est la troisième colonne. Et ensuite, changer la couleur en fonction de la valeur de C. Il va choisir les bleus et les rouges. Donc, non, attendez, parce que je fais plot deux fois, donc c'est pas ça. Donc voilà, c'est ça. Et ici, j'ai inversé normalement les verts. Je pense, voilà, c'est exactement la même chose. Donc finalement, j'ai cette. Donc l'objectif maintenant, c'est de faire GeoData. Il faut faire l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est très simple. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Model égale logistic regression, parce que je l'ai déjà importé. D'accord? J'ai déjà importé la bibliothèque logistic regression. Et je vais faire model. Déjà, je dois diviser, d'accord? Je dois faire un fit transform, d'accord? Attendez, pour voir ça, j'ai besoin d'avoir ça pour diviser le dataset en training et en test. Voilà. Et ensuite faire ça. Ça, on l'avait déjà fait. Alors, avant ça, normalement, il faut créer d'accord? Sauf ici, le X, il n'y a pas parce qu'il faut faire un grand X. Le Y, attendez, le Y, est-ce que je l'ai? Non, j'ai pas le Y. Normalement, j'ai d'accord? J'ai voilà, c'est ça finalement. D'accord? Le Y, c'est la deuxième. X1, X2, c'est bien. Hmm. Alors ensuite, ça, je vais faire Y. D'accord? Voilà, donc je vais changer. Tac, tac. Voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je vais faire le split. Et alors le X, Y. Donc, parce que le X, je ne l'ai pas maintenant. J'ai pas le X, mais j'ai X1, X2.
Alors, comment combiner les... Donc, je peux dire que je peux avoir le x égale le grand X, je peux dire que égale à data, tout simplement, qui est toutes les lignes, euh, jusqu'à la, jusqu'à ça. Et on avait déjà dit qu'en quoi ça indique que toutes les lignes et les colonnes 0, 1, le deux noms inclus. Donc tout calcul fait, si je vais imprimer le X, je vais avoir ça. Vous voyez, j'ai le X maintenant. C'est un tableau à deux dimensions. Alors, maintenant, je peux faire le split. D'accord, voilà. J'ai créé le modèle et je peux faire le modèle.train. Ou bien je peux même regarder ici, même plotter si vous voulez dire. Si je souhaite plotter encore. Je souhaite plotter l'ensemble de tests. D'accord, je souhaite. Voilà, ça, je plotte le tout et je vais plotter sont déjà dessinés et je vais plotter sur des points le, le X-test. Parce que X-test, je ne connais pas leur couleur. X-test, tous les enregistrements, voilà. X-test, tous les enregistrements, virgule 0, la première colonne. Et X2, je vais faire X-test, la première colonne. La couleur, parce que je vais mettre une seule color égale à black. Voilà. Donc, vous voyez comment il a généré aléatoirement. Parce que regardez ici, il y a le rouge sur le noir. Donc, j'ai tracé dessus. Toutes les choses qui sont en noir, je considère que je ne les connais pas. Parce que l'objectif est, une fois trouvé la droite qui représente le modèle, je vais tester pour cet exemple, pour cet exemple, pour cet exemple, cet exemple. Pour celui-là, il doit le classer en bleu. Il doit le classer en bleu. Pour cet exemple, il doit le classer en rouge. Parce qu'il est marqué en noir, c'est-à-dire que je ne connais pas sa classe. Et il doit faire les bonnes prédictions. Alors, maintenant, on va faire le train. Sur le X-train et le X, attendez, le X-train et le Y-train. C'est normal que je passe X, Y. J'ai le X-train, j'ai le Y-train, et c'est bon, je vais passer ça à mon modèle. Et il va apprendre. As now train. Non, c'est pas train, c'est fit. D'accord? Voilà, donc j'ai entraîné mon modèle. Maintenant, pour ce point-là, supposons je vais faire un modèle point predict. Je vais créer n'importe quel point. Si je vais le faire ici, par exemple un point qui est 1, 1. Regardez, je vais un x, mon test, je vais euh, test 2 ou bien x test 0 ou bien base, d'accord, base égale un p.array. Je vais lui passer quoi? Un enregistrement ayant 1, 1. Ça, c'est un enregistrement ayant les coordonnées 1, 1. Je ne connais pas sa classe. Je ne connais pas la classe de 1, 1. Parce que j'ai aucun point 1, 1. Quelle est sa classe, à votre avis, qu'il doit donner? C'est c'est la classe des rouges. On va découvrir c'est quoi la classe rouge, c'est quoi là. Finalement, c'est la classe des rouges. Et si on va faire 5, on va faire un nouveau point qui est 5. Regardez, pour faire les extrêmes, 5, 4 par exemple. Un point ici, 5, 4.
il doit le classer dans les bleus. Donc ici, si je vais faire predict de ça, il va me donner deux classes différentes. Regardez, la classe des 0 et la classe des 1. D'accord? Si je vais faire 5, 0, c'est-à-dire 5, 0, il doit donner 0, 0. D'accord? Cela dit que mon code, il a créé le bon modèle. Sauf c'est quoi ce modèle? On avait dit vers la fin, on doit être capable de le tracer. Alors le tracer, il faut revenir en arrière. Et il faut savoir que mon modèle s'écrit sous la forme 1 sur 1 plus exponentielle moins z. D'accord? Et mon z, c'est base plus W1 fois X1 plus W2 fois X2. Et le base, c'est quoi? Je peux le récupérer à partir de mon modèle, c'est intercept. Voilà le base. Et voilà les W. Donc égal à modèle.cov. Voilà donc base. C'est le suivant. Et voilà le W qui est le suivant. D'accord? Donc, mon modèle, c'est base plus W1 fois X1 plus W2 fois X2. Donc, pour trouver l'équation de la droite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça égal à 0. D'accord? Égal à 0. Comme ça c'est X2. C'est Y qui représente Y. Regardez, c'est X2. Ça c'est X2. Qui sera écrit en fonction de X1 pour trouver la droite. Donc, comment je vais faire? Je vais faire X2 égale, parce qu'il faut écrire l'équation réduite de la droite qui est le séparateur de deux classes. X2 égale moins W1 sur W2 fois X1 moins base sur W2. Donc c'est ça, normalement, ce sont des opérations classiques. Donc c'est ça la droite que je dois créer. C'est-à-dire, la droite que je dois créer, elle doit avoir la forme suivante. Je lui passe quoi exactement? Je lui passe le modèle. Et c'est quoi mon modèle? Mon modèle, c'est base, W1 et W2. Et qu'est-ce que je dois... non. Euh, je préfère ne pas les mettre ici. Je lui passe directement X1. Et je dois retourner quoi? Return cette valeur, qui est X2. D'accord? Je lui donne X1, il me calcule X2, c'est-à-dire je trouve un premier point. Donc l'objectif est de trouver deux points. C'est-à-dire, je vais lui passer 0 et je vais lui passer 5. D'accord? Alors, mes deux points, c'est-à-dire mes points, d'accord, égal à un p.array. Je vais passer, c'est un tableau, donc je passe 0 et je passe 5. J'ai passé deux abscisses. J'ai passé les extrémités. Donc pour 0, c'est quoi le x2 et pour 5, c'est quoi le x2? Sachant que le x2 est calculé à partir de cette fonction-là. Voilà les points. Donc ça, c'est les x des points. D'accord? Et je dois calculer le y de ces deux points-là. Le y de ces deux points-là qui est égal à ma fonction qui récupère la droite. D'accord? Et je lui passe ces deux x-là. W2 is not defined. C'est normal. Jusqu'à présent, j'ai le W. D'accord? Je peux faire grand W égale. Grand W égale. Grand W égale. Et c'est quoi à votre avis W1? W1, c'est grand W 0. Non, 0, 0.
Non, 0, 0. Ou bien je peux utiliser ça directement. Sinon, je peux utiliser 0, 0. D'accord? Et W2, 0, 1. Parce que j'ai une seule ligne. 0. Donc, tout calcul fait, si je vais mettre... Non, ça c'est W1, c'est W2. Tout calcul fait, si je vais faire W1, W2, regardez, j'ai les mêmes valeurs. Ça c'est W1 et ça c'est W2. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce que je dois avoir? Le bias, je l'ai déjà. Le bias, c'est aussi, ça appartient au tableau. Donc, le bias, si vous voulez dire, c'est ça, pour avoir une valeur. Voilà, le bias, c'est ça. Et le W1, W2, ce sont ça. Et maintenant, je peux, ça c'est un commentaire, j'ai la droite, jusqu'à présent, x1 is not defined. Monsieur, Oui, monsieur, dans la fonction droite x1, x1 c'est grand, oui. pourquoi, pour être sûr, on a une valeur de x2? Et ما داش une valeur de x2 هنايا. Monsieur, قبل ما درنا الكالكول ديال x2. Oui, c'est normal, x2 égale, oui, x2 égale à ça. Parce que je dois trouver, parce que c'est quoi la droite? Tout calcul fait, c'est quoi la droite? Ça, on avait dit c'est x2 et ça c'est x1. D'accord? Donc la droite c'est quoi finalement? C'est x1, c'est x2 en fonction de x1. La droite, tout calcul fait, indépendamment de la couleur, c'est x2 en fonction de x1. On a un modèle qui s'écrit sous la forme suivante, qui est écrit sur 1 plus exponentielle moins z, sachant que z égale à base plus w1 fois x1 plus w2 fois x2. Pour écrire une droite ayant x1 et x2 comme ceci, on fait z égale à 0. Donc, tout calcul fait, cette partie-là, qui va être égale à 0, pour trouver une droite réduite. D'accord? Bien, équation réduite de la droite. Donc, c'est x2 en fonction de x1. Donc, x2 égale à quoi? Donc, je peux avoir... J'ai compris. Très bien, donc c'est ça. Donc, finalement, j'ai ce résultat-là. J'ai x point, donc j'ai qui est x1, si vous voulez dire, parce que j'ai deux ordonnées, plutôt deux abscisses. J'ai 0, x1 égale à 0, et j'ai x1 égale à 5. Et il va me retourner un tableau. Donc je teste, je m'attends toujours à un tableau. Voilà, donc il va me retourner un tableau. Donc pour le x0, regardez sa valeur. Pour 0, c'est 5,26. Et pour l'autre, c'est 0,2. Ça se voit déjà que la droite, elle est correcte d'après ces résultats-là. Donc il reste à faire quoi? Il reste à ajouter le plot. Regardez, si je vais faire ce même dessin, je le refais ici. Donc ça va donner toujours le même dessin. Mais si je souhaite encore faire le PLT.plot la droite, qu'est-ce que je dois lui passer? Les X. Et je dois passer aussi les Y, la partie. C'est-à-dire, j'ai deux X et deux Y, donc je classe la droite. Regardez. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que j'ai appris alors? Oui, monsieur. Alors maintenant, tous les points en noir qui sont en dessus de la droite, ils sont dans la classe bleue. Et tous les points noirs qui sont ici, ils sont bas. Donc c'est comme ça qu'il faut faire l'apprentissage. Donc ça, c'est la régression logistique pour un problème linéairement séparable. Sinon, pour des problèmes finalement non linéairement séparables, il y a bien sûr, on peut toujours utiliser la régression logistique, mais avec des traitements d'accord, avancés ou bien avec une performance donnée. Alors ici, c'est quoi finalement la matrice de confusion? On peut voir pour le x-test, donc j'avais pas testé, regardez ici, parce que la droite, elle sépare presque parfaitement le modèle. Donc on va tester pour le x-test, parce que
Le x-test, ce sont tous les points en noir. 4,1, 4,8. Regardez 4,1, il est où 4,1, 4,8? C'est ça 4,1, non? Voilà, c'est ça. C'est ça le point 4,1, 4,8. Alors le 1,6, 3,2. 1,6, 3,2. Je vais voir 1,6, 3,2. Non. Dans la classe bleu-rouge. 1,6 et 3,2. 1,6. Voilà, Ici, c'est ça. elle est là. Ouais. C'est ça. Donc, vous voyez, l'ensemble de ces points sont ici. Si je vais faire model.predict, predict, et je vais faire x-test, ils ne sont pas connus, d'accord? Dans le x-test, c'est la classe, le premier enregistrement qui est 4,1, 4,8, elle est dans la classe 1, c'est-à-dire dans la classe bleue. 4,1, 4,8. Par exemple, c'est exactement ça. Elle est dans la classe des bleus. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, il reste la performance. Et la performance, c'est tout simplement, nous avons dit, c'est la confusion de matrice. Donc, il faut importer la confusion de matrice à partir de matrix. Et il faut lui passer deux choses, finalement. Lui passer le y-test, d'accord? Et le modèle.predict, le x-test. Ou bien ça, je peux faire le y-predicted, ou bien y-hat, égal. Voilà. Et je peux passer ici y-hat. Donc voilà, donc j'ai la matrice de confusion. CM, c'est exactement ça. Regardez ici, il y a un seul enregistrement qui n'a pas bien classé. Lequel, je ne sais pas, parce que 12 négatifs, ils sont classés négatifs, c'est-à-dire 12 bleus, peut-être sont 12 bleus. Euh, mais ici, il y a un false positif, bien un false négatif. Voilà, un false négatif. Lequel des points? Je ne sais pas. D'accord? Il faut voir, d'accord, il faut voir. Peut-être c'est celui-là qui est sur la droite. Non, c'est pas celui-là qui est sur la droite. Certainement, il est. Sinon, on doit ajouter, améliorer la qualité de notre modèle. Je pense max ethers égale à 10 000. Parce que le nombre d'itérations, c'est pas. Alors, je dois chercher ChatGPT. D'accord, ChatGPT, c'est quoi le. Comment modifier? Comment modifier le nombre d'itérations? Itération dans logistique regression. Le nombre d'itérations par défaut dans logistique regression de scaler. Pour lui donner la question très précise. Scaler. Max ether. Voilà, max ether. Moi j'ai mis max ether, je pense. Max ether. Non, ça c'est plutôt ça. C'était pas. On n'a pas besoin de ce calcul-là. Toujours le même résultat. Ah, il faut, je sais pas. On va faire max ethers égale à finir max ethers. Voilà, 10 000, on va faire 100 000 pour le 1. Parce que normalement, le modèle, il est parfaitement linéairement séparable. Donc, on ne doit pas avoir d'erreur. On va voir maintenant. Toujours le. D'accord? Donc, finalement, c'est la précision qui se calcule. La précision, bien l'accuracy qui se calcule sur c'est-à-dire le rapport entre un P, nombre de positifs,
d'accord, 12 plus 7 sur 12 plus 7 plus 1 plus 0, ça donne le pourcentage d'accuracy, qui est 95%. Pourquoi? Parce que nous avons un qui est... D'accord? Donc c'est valable. Donc voilà, donc ça en ce qui concerne la régression logistique. Donc j'espère que déjà vous avez compris dans quel cas je peux parler de la régression logistique parce que la variable target est de type discrète. Et ensuite, comment faire? Ce sont des étapes qui sont simples. Savoir avoir le data, séparer les features de target, créer, créer le modèle et entraîner le modèle. Et on peut jouer avec les résultats comme on veut. Donc voilà, donc cette deuxième présentation touche à sa fin. Donc bien sûr, la prochaine séance, on est amené à faire des projets concrets pour la classification, tels que donc Kaggle, Kaggle, Kaggle. On va faire diabétique, diabétique, diabetes dataset, logistic regression. Je peux faire logistique ou bien classification, tout simplement classification. Est-ce que parce qu'en fonction d'un ensemble de caractéristiques, on doit faire des transformations, comme le cas dernier pour la régression. Donc, on sait faire des transformations et on peut par la suite, bien sûr, on peut par la suite, ici, il y a les codes, d'accord, vous pouvez, peut-être ils vont utiliser soit la régression logistique ou bien n'importe quelle autre technique, peu importe.